Monsieur, si vous voulez prendre une place, nous allons procéder à la dernière présentation de ce bloc de conférence. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue à la session C donnée et territoire dans le cadre de Géométrique 2013, initiée et organisée par le CSG Section Montréal en collaboration avec l'AGMQ et l'OSG. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones cellulaires pendant la présentation, s'il vous plaît. La présentation qui sera d'une durée de 20 minutes. La présentation sera faite par M. Éric Saint-Jean de Ecometrica et le titre en est Quantifier nos impacts environnementaux pour faciliter la prise de décision. Éclairé. Éclairé. Oui, ça, c'est beau. Il manque un mot. Alors, je vais laisser M. Éric Saint-Jean se présenter, étant donné que j'avais eu son CV en anglais et il ne faut pas trop suivre sur mon anglais, donc je vais te laisser faire la propre présentation, s'il te plaît. Bon, bien bonjour, Éric Saint-Jean. Je suis ingénieur en aérospatial de formation. Je travaille pour une petite compagnie qui s'appelle Ecometrica. C'est une compagnie écossaise qui n'a pas encore une grande présence en Amérique du Nord. On œuvre dans le domaine de l'empreinte environnementale des compagnies, des villes, des gouvernements. Alors, on a des produits qui sont là-dedans. Et on a un produit qui est plus appliqué à la géométrie, les géométriques, en particulier pour ce qui est de la prise de décision puis la vérification des données géométriques. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Brièvement, Ecometrica, c'est une compagnie qui a été fondée en 2008 à Édimbourg, en Écosse. Les bureaux de Montréal, à Montréal, on s'occupe du développement de la technologie. Donc, les développeurs sont tous à Montréal. À Édimbourg, c'est là que, par exemple, nos analystes, nos géométriciens sont. Donc, la science se développe à Édimbourg, la technologie se développe à Montréal. On a 240 clients dans une vingtaine de pays. On est complètement inconnu ici. Puis, en général, on n'est pas très connu dans le domaine de la géomatique. Par contre, de l'autre côté, pour ce qui est de l'empreinte environnementale des compagnies, on est connu, on est dans les leaders mondiaux. Mais même là, ce n'est pas quelque chose qui est en vogue beaucoup en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui est plus réglementé en Europe. Alors, nos deux grands produits, on a R-Impacts, R-Ecosystem. R-Impacts, je vais passer très brièvement parce que celui-là, comme pas rapport avec la géomatique, mais si on veut faire un petit background, lui, c'est pour l'empreinte des émissions de gaz à effet de serre pour une compagnie donnée. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui font ça ici parce que les investisseurs le demandent ou pour avoir une belle image ou pour devenir ce qu'on appelle carbone neutre. Donc, vous voyez souvent des produits ou des compagnies qui vont se dire carbone neutre. Mais dans ce cas-là, ce qu'elles doivent faire, c'est savoir c'est quoi mes émissions de CO2 qui sont engendrées par les activités de ma compagnie ou la production de mon produit. Puis après ça, ils vont acheter des crédits carbone. Nous, on ne s'occupe pas du tout de l'achat. Nous autres, on est là pour mesurer, être une partie indépendante pour faire la mesure. Donc, les compagnies vont utiliser R-Impacts pour faire la mesure des émissions liées à leurs activités. Donc, par exemple, le chauffage de leur bureau à Chicago qui leur a coûté tant d'électricité en février 2011, bien, R-Impacts va être capable de savoir Chicago, février 2011, tant de dollars, ça achète tant de kilowattheures. Tant de kilowattheures à Chicago à cette période-là, c'était, mettons, 25 provenant du charbon, le reste provenant d'autre chose. Donc, on va savoir les émissions de CO2, CH4, etc. Donc, c'est à ça que ça sert R-Impacts. Au niveau européen, il y a des règles qui commencent à apparaître au niveau réglementaire. Donc, c'est beaucoup plus utilisé, mais ça commence à l'être plus même ici. Donc, notre autre produit, R-Ecosystem, ça vient de la page web. Vous allez voir le produit en tant que tel. L'idée, je ne veux pas faire un pitch de produit non plus. Là. Je vais vous montrer un cas intéressant. Mais R-Ecosystem, ça, c'est un produit qui est vraiment géomatique. Vous allez le voir, il y a quand même l'adresse web en bas si vous êtes intéressé à en savoir plus. Donc, pour parler du produit, je veux vous conter une petite histoire. Ça, c'est une image de la forêt tropicale au Brésil. Et si je vous dis forêt tropicale, c'est pas mal à ça qu'on pense. Ça nous donne des idées de vacances aussi, puis ça nous fait oublier que l'hiver s'en vient.
Mais la réalité n'est pas toujours celle-là. Ça, c'est de l'éthanol. Donc, ici, on en voit un petit peu de l'éthanol, mais pas énormément. On voit parfois du carburant E10, E15, donc 10 à 15 % d'éthanol dans le carburant mélangé avec l'essence. En Europe, il y en a beaucoup plus. Vous voyez ici du E85, donc 85 % d'éthanol. Alors, ils ont une appellation qui s'appelle bioéthanol, parce qu'on connaît la problématique, on connaît une des problématiques de l'éthanol qui se trouve à être, il y a beaucoup d'éthanol qui vient du maïs. Ce qui fait grimper les prix du maïs, ce qui n'est pas très bon de façon générale pour les marchés alimentaires, surtout pour les pays qui ont de la misère d'avance à s'acheter de la nourriture. Mais l'éthanol ne vient pas tout du maïs. L'éthanol vient beaucoup aussi de la canne à sucre. La canne à sucre, il n'en pousse pas beaucoup en Europe. Donc, les compagnies qui veulent vendre du bioéthanol, ils doivent trouver de la canne à sucre. Et où est-ce qu'on trouve, où est-ce que ça pousse très bien de la canne à sucre? Bien, c'est dans les forêts tropicales. Ça pousse extrêmement bien dans des places comme le Brésil. Donc, ces compagnies-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir des contrats avec des fermiers là-bas qui vont faire pousser de la canne à sucre. Ils vont acheter la canne à sucre du fermier, ils vont l'acheminer à une usine qui va être locale pour transformer ça en éthanol, et ensuite l'éthanol, ils l'envoient en Europe. Le problème, c'est que les fermiers ils réalisent assez rapidement que ça, c'est super bon, mais ça, c'est payant. Donc, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on s'aperçoit qui peut arriver, c'est que avec la demande en éthanol qui grandit, bien, les fermiers qui avaient une petite ferme de canne à sucre, soudainement se mettent à couper les arbres autour de la ferme pour pouvoir faire pousser plus de canne à sucre. Là, si on est les gouvernements européens qui essaient de dire « ça serait bon d'avoir du bioéthanol parce que ça va polluer moins, ça réduit notre dépendance au pétrole, mais si l'effet secondaire, c'est qu'on commence à couper les forêts tropicales, on n'est pas avancé. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on est l'Europe, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit des règles qui vont dire « si vous voulez appeler ce que vous vendez du bioéthanol, il va falloir que ça suive certaines règles. » Les règles, c'est par exemple ce que vous avez utilisé ce que vous avez transformé pour devenir de l'éthanol, ça doit avoir été produit sur des terres qui n'étaient pas forestées en 2007, je crois, si je me rappelle bien, qui n'étaient pas non plus à haute biodiversité en 2007. Donc, ce qui exclut aussi des choses comme des marécages à haute teneur, à haute biodiversité, qui ne sont pas forestés, mais qui ont quand même une grande valeur écologique. Donc, ils ont introduit ces règles-là. Ce qui fait que ceux qui vendent le bioéthanol en Europe, c'est d'habitude les mêmes qui se trouvent à le transformer, mais ce n'est pas eux qui font pousser la canne à sucre. Eux, ils s'approvisionnent de toutes sortes de fermiers un peu partout. Puis je donne l'exemple du Brésil, mais on comprend que l'éthanol, ça peut venir de toutes sortes d'endroits dans le monde et ça vient de plusieurs produits aussi. Donc, comment est-ce que cette compagnie-là va vérifier qu'elle suit les règles? C'est pas évident. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir des gens qui vont faire des visites, de certification dans les fermes qui se trouvent à les approvisionner en canne à sucre. Ils vont aussi vérifier par des données, ils vont vérifier manuellement avec des données de satellite. Bon, mais ils vont regarder la ferme, est-ce qu'il y a de la forêt autour? Oui, OK. L'année prochaine, ils vont regarder la ferme, est-ce qu'il y a des forêts autour? OK. Ils continuent comme ça. Là où la technologie vient, et là où nous, on entre en jeu, c'est qu'on commence avec des images infrarouges. Là, ici, c'est Aster, mais en fait, on utilise surtout des images MODIS, mais ça peut provenir de n'importe quoi. Ça pourrait être aussi des images infrarouges par avion. À partir de plusieurs bandes en infrarouge, on a développé des modèles pour établir la quantité de carbone stocké dans la végétation par-dessus le sol. Donc, on ne parle pas ici des racines ou du plancton qu'il y a dans l'eau. Ça serait un autre modèle. Mais ce qui nous importe dans le cas dont on parle ici avec l'éthanol, la canne à sucre, la déforestation, c'est la quantité de carbone stockée au-dessus du sol. Donc, à partir des données satellitaires de différentes bandes infrarouges visibles, on a développé un modèle qui donne une très bonne représentation de la quantité de carbone stockée par hectare. Donc, ça se trouve être en tonnes de CO2 par hectare. Ce
que vous voyez ici, je crois que ça se trouve à être la quantité, ça se trouve à être une représentation. Plus c'est foncé, plus il y a du carbone. Plus c'est pâle, moins il y en a. Donc, c'est pour ça que vous voyez la rivière Amazon, qui est pratiquement toute blanche. Si on zoomait encore plus, bon, mais elle est blanche parce qu'il n'y a pas vraiment de végétation par-dessus. Puis, c'est ça, je pense que c'était 2007, mais je ne suis pas certain. 2005 peut-être. Bon, mais les données satellites, ils reviennent tout le temps. Si on prend l'exemple de Modis, on peut avoir des données aux 16 jours, je pense. Elles ne sont pas toutes parfaites parce qu'ils vont souvent avoir des nuages et toutes sortes de choses comme ça, mais on en a régulièrement. Donc, tant qu'à avoir un algorithme, un système qui est capable de générer ces cartes de carbone-là, puis tant qu'à avoir des données qui rentrent régulièrement, on va faire des différences de carbone. Donc ça, c'est la différence entre 2005 et 2009 de carbone stocké. Ce qui est en bleu, ça a augmenté. Ce qui est en jaune, en allant vers le rouge, ça a diminué. Donc clairement, on commence à se rapprocher du but. On commence à avoir un système qui est capable de détecter des pertes de carbone stockées dans la végétation. Donc on s'approche d'un système de certification où les compagnies seraient capables de nous dire, bien, écoutez, là, le polygone qui se trouve à contenir la ferme d'où on s'approvisionne en canne à sucre, dites-nous-le donc s'il commence à couper du bois autour. C'est pas plus compliqué que ça. Mais en pratique, ça l'est compliqué. Avant de rentrer dans les complications, je vais vous donner un autre petit exemple. Ça se trouve à être... c'est une carte d'index de biodiversité, encore là dans la même région. Je vous donne beaucoup l'exemple du Brésil, de la forêt tropicale, mais en fait, ces cartes-là, ces algorithmes-là, on les a appliqués mondialement. Donc, si vous allez sur notre site, vous allez être capable de voir une couche de... Par exemple, la couche de carbone, vous allez être capable de la voir, de les zoomer très précisément. C'est sûr que là, les données mondiales, on les a simplement faites à 10 arcs secondes. On n'a pas fait ça à 5 mètres non plus. Mais ça fonctionne tout aussi bien si on y va pour une zone plus locale avec des données beaucoup plus précises. C'est simplement une question de démo, c'est plus le fun d'avoir la Terre au complet. Donc, on a développé aussi une méthodologie pour arriver avec un index de biodiversité. Encore là, si vous allez sur notre site, si ça vous intéresse, comment on en est venu là, il y a les articles qui expliquent comment ça a été fait. Donc, si je m'en vais ici... On retourne à notre carte. Donc, on commence à voir toutes sortes de choses intéressantes, en fait. Là. Ici, il y a de la nouvelle déforestation. Est-ce qu'on le voit? On ne voit pas mon curseur. Ah oui, mon curseur est là. OK. Je viens de comprendre. Il y a de la nouvelle déforestation, puis il y a de la reforestation. Donc ça se trouve à être des endroits, puis l'espèce de ligne qui s'en vient ici, là, ça se trouve à être une route de forêt. Donc avec ça, ce qu'on a développé, qui se trouve être our ecosystem, c'est une façon de pouvoir visualiser ces choses-là. Donc ici, je peux mettre, j'ai la carte en ce moment, je vais enlever la couche de carbone. On peut y aller avec une couche qui est une carte avec les noms de rues, etc. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de rues dans la forêt tropicale. Mais où on peut y aller avec Blue Marble, qui se trouve être le produit de la NASA, là, qui est toutes sortes d'images mises ensemble. On peut voir toutes sortes de couches. Voilà ma biodiversité. Human Water Security, qui est très... Elle est très imprécise, là, mais ça c'est un produit qui est disponible. Ce n'est pas un produit de données qu'on a fait nous autres. Notre intérêt, ce n'est pas de vendre les données non plus, puis ce n'est pas de créer encore un autre système de visualisation de données géospatiales sur le web. Il y en a 45 000. Là où c'est le fun, puis là où notre IP a été développé, ça se trouve à être... Excusez, je vais aller enlever l'autre couche parce que... Ah, c'est celle-là qui cause défaut.
Bon. Alors, ce qu'on a fait, c'est que de façon traditionnelle, ce que les gens feraient dans une situation similaire, c'est qu'à chaque année ou à chaque trimestre, ils iraient chercher les images de Modis dans les bandes dont ils ont besoin. Ils vont charger ça dans ArcGIS. Ils vont appliquer, ils ont peut-être fait un petit script qui applique le modèle qui va leur donner la quantité de carbone. Donc, ils vont le rouler dans ArcGIS. Ensuite, ils vont comparer ça avec les données précédentes pour voir c'est quoi la différence, de façon à ce que si jamais il y a une déforestation ou un feu de forêt ou quoi que ce soit, ça va leur sauter aux yeux. Mais c'est manuel. C'est quand même comme ça que la plupart des compagnies, villes, organisations fonctionnent aujourd'hui, c'est qu'ils ont des géomaticiens qui font ça à la main. L'idée, c'est pas de remplacer les géomaticiens. L'idée, c'est que les géomaticiens puissent faire des choses peut-être plus utiles que de tout le temps refaire les mêmes choses sans arrêt. C'est aussi que ça prend du temps. Faire du traitement de données comme ça, sur énormément de données dans ArcGIS, vous allez partir la job, vous allez dîner, vous allez revenir, ça va peut-être être pas fini, vous allez vous prendre un café, vous allez revenir. Ce qu'on a développé, l'IP qu'on a développé qui est intéressant, puis qui est en arrière de ça, puis qu'on ne voit pas vraiment, c'est le fait d'être capable de faire ces calculs-là sur des couches qui vont totaliser des centaines de millions, 1 milliard de cellules partout sur la Terre, d'avoir des requêtes qui vont être complexes, qui vont toucher plusieurs couches, qui vont faire des sommes, des moyennes, des médianes, toutes sortes de choses avec des polygones totalement arbitraires. Donc, ce n'est pas précalculé. Puis d'avoir des résultats en quelques secondes. Ce que ça permet, ça, c'est d'avoir un système sur le web qui va permettre de, montrer ces données-là qui proviennent de d'autres chercheurs, de toutes sortes d'organisations, les mettre ensemble, d'avoir d'autres gens qui vont être capables de faire des modèles, mais d'avoir n'importe qui, incluant le grand public, parce que ce n'est pas un système de 6G très compliqué. C'est un système qui est relativement simple, qui va permettre aux gens d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec telle zone de données. Donc ici, j'ai une ferme qui est là-bas. Ce rapport-là, ça ne sort pas super bien sur cet écran-là. Mais on a la quantité de carbone totale, on a la quantité de carbone par zone de végétation, parce qu'on a aussi développé les modèles pour arriver au type de végétation. Donc, on a des cartes de type de végétation qui couvrent le monde au complet. On a aussi développé un modèle qui permet de savoir le risque de perdre du carbone, de la quantité de carbone stockée dans la végétation. Ça prend toutes sortes de choses en compte. Ça prend en compte la quantité actuelle, ça prend les risques de feux de forêt, ça prend en compte est-ce que c'est à risque parce que c'est plus près d'une ville, etc. Donc, on a des produits de données, mais c'est pas vraiment ça notre but ultime. Notre but ultime, c'est vraiment ce produit-là qui vous permet d'aller faire des requêtes. Je peux même aller... Donc, je sauvegarde mon polygone. Je clique dessus. Là, il est tout petit, là, c'est sûr que c'est pas très compliqué. Seulement que 78 000 hectares, mais ça peut aller quand même très haut. Donc, il y a beaucoup de cellules là-dedans. Donc, ça, c'est un aspect, c'est l'aspect comme public, l'aspect que n'importe qui peut venir et aller non seulement visualiser. J'ai vu beaucoup de présentations, beaucoup de produits, beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour montrer des couches de données qui sont intéressantes par les différents organismes, les compagnies, les villes. C'est super intéressant. Je suis super content que toutes ces données-là s'en viennent sur le web. Le problème, c'est que pour les utiliser, on est encore obligé d'aller les télécharger, de les télécharger dans un logiciel complexe. Il n'y a personne dans ma famille qui est capable d'utiliser ArcGIS ou QGIS. Fait que l'idée, c'est un peu de démocratiser. Mais c'est aussi le fait que si on revient à la compagnie qui achète de la canne à sucre, bon, elle peut venir nous voir. Elle peut dire, mais OK, on veut un site Our Ecosystem pour nous autres. Ils peuvent dire privé, ils peuvent dire public. Puis on veut que les données de carbone soient calculées à tous les trimestres. On veut un rapport trimestriel de toutes sortes de métriques pour chaque ferme, qui se trouve à être des polygones arbitraires. Mais on veut aussi recevoir une alerte si jamais vous détectez une perte de tant de pourcentage de carbone, par exemple. Ça pourrait s'appliquer aussi pour faire le suivi des coupes dans la forêt, pour pouvoir faire le suivi, voir, bon, mais tout à coup, la coupe a enlevé les arbres nécessairement.
La compagnie a replanté des nouveaux arbres, bon, mais est-ce que ces arbres-là continuent à grimper? Puis dernier exemple, parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais on a utilisé ça pour... bon, dans ce cas-ci, c'est un peu... ça semble un petit peu aléatoire, là, mais c'est juste pour dire qu'on a appliqué ça à des projets aussi où c'était pas nécessairement une question d'argent. Dans ce cas-ci, c'est au Mozambique. Il y a un chercheur à l'Université d'Édimbourg qui s'est associé avec le gouvernement du Mozambique parce qu'il y avait un parc en particulier qu'ils avaient de la misère à préserver, puis ils voulaient être certains qu'il n'y avait pas de problème de coupe illégale. Alors, ils se sont mis ensemble, on a fait une application, un écosystème pour pouvoir faire le suivi de ce genre de choses-là. Mais en même temps, on est capable de montrer toute la déforestation qui se passe en dehors du parc. Alors, conclusion. Ah, c'est revenu au début, génial. Bon, donc c'est tout. C'était la présentation et c'était l'application, si on veut, de l'application de non seulement notre produit, mais aussi juste faire le point que la géomatique et les SIG, ça peut aider énormément l'environnement, ça peut aider à pouvoir détecter ce qui se passe de mauvais dans le monde pour améliorer l'environnement. Alors, ceci conclut donc la présentation de M. Éric Saint-Jean. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour M. Saint-Jean sur son sujet? Non, c'était clair et limpide. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Saint-Jean. Merci.